Mesdames et messieurs, pour ma part, s'il m'était permis de définir le terme de ce débat, je m'appuierai sur la thèse que développe le professeur et politologue français Bernard Badi dans son livre « L'État importé, l'occidentalisation de l'ordre politique ». Je le cite. « Depuis les Lumières, la domination politique exercée par l'Occident sur les pays du Sud s'accompagne, quand elle la précède ou ne la prépare pas, d'une domination culturelle plus forte encore. La décolonisation, loin d'avoir fourni aux sociétés du tiers-monde le moyen de trouver une organisation qui corresponde à leurs traditions, a même fortement accentué ce phénomène. Derrière une rhétorique de rupture, les leaders du Sud se font les importateurs de notre droit, de notre modèle de développement, de notre forme de démocratie représentative, même s'ils l'accommodent à leur façon. Ces princes, leurs entourages et leurs intellectuels pensent, agissent, construisent largement en fonction de nos catégories. Mais hormis peut-être au Japon, cette occidentalisation imposée échoue parce que la greffe est impossible. Cet échec rend largement compte de l'évolution du monde contemporain depuis 1945. Il éclaire l'histoire de l'Inde comme celle du monde arabe et de l'Afrique noire, ou encore de l'Amérique latine et de la Chine, voire les incertitudes propres au Japon d'aujourd'hui. En dépit des espoirs que les élites ont mis en elle, l'occidentalisation manquée est cause de multiples traumatismes sociaux et facteur de désordre dans les relations internationales. La cacophonie d'un monde qui ne parvient ni à unifier ses règles du jeu, ni à faire leur place aux différences, constitue sans nul doute la plus lourde des menaces qui pèsent sur l'humanité. Fin de citation. Mesdames et messieurs, je partage totalement cette thèse. Et toute proportion gardée, je dirais qu'il se passe dans nos États importés ce qui se passe dans nos églises importées. Un mariage raté et traumatisant qui nous impose des costumes qui ne sont pas taillés à la taille de nos jeunes nations africaines, de leur peuple, de leurs traditions et de leurs aspirations. Alors que dans l'Église catholique au moins, la prise de conscience intellectuelle du drame existe et qu'elle a engendré une théologie courageuse et dynamique qui a clairement posé les fondements philosophiques, doctrinaux, liturgiques, pastoraux et éthiques d'une Église inculturée et réconciliée avec l'Afrique noire, il me semble, ainsi que nous le rappelle d'ailleurs Valentin Yves Mudimbe, que ce chemin n'est pas encore parcouru par les autres sciences sociales de chez nous, alors qu'elles n'ont pas un Vatican qui arbitre au nom de Dieu, de la Bible et de la tradition. Certes, avec le président Mobutu, un grand travail intellectuel et politique d'inculturation de l'État zaïrois a été entrepris, mais son issue a été catastrophique pour plusieurs raisons, notamment une dérive dictatoriale et prédatrice qui a vidé l'État de son essence à cause d'une certaine instrumentalisation des valeurs politiques occidentales et des valeurs politiques locales. Pour moi, le débat en cours est nécessaire et opportun parce qu'il s'agit d'interroger la structure juridique de notre vivre ensemble ainsi que son adéquation à nos aspirations les plus légitimes après plus de 6 décennies d'errance politique et de souveraineté tronquée. Je pense aussi que, pour le président Tshisekedi, c'est l'opportunité de marquer l'histoire du Congo en l'engageant dans un travail de réflexion et de reconstruction qui dote enfin notre pays d'un État à la taille de sa vocation à l'égard de ses peuples, à l'égard de l'Afrique et à l'égard du monde. Car tout président de République est soumis à l'impératif d'être un homme d'État, c'est-à-dire un homme qui, dans une conjoncture politique donnée, a le courage de voir plus loin que tous les autres et d'engager sa nation sur un chemin dont sera encore fière au moins la génération des arrière-petits-fils de ses arrière-petits-fils.